Je suis à la leçon 9 qui porte sur l'énoncé répétitif. L'énoncé répétitif, c'est ce qui permet aux programmeurs de faire des boucles. Ça existe dans tous les langages de programmation. Si on commence par un exemple, je peux définir une liste qui contient 5 entiers, 1, 2, 3, 4, 5, et je veux passer à travers chacun de ces entiers-là pour simplement les afficher sur une ligne distincte. Alors ici, je vois que ma liste ne contient que 5 entiers, mais imaginez que cette liste-là, elle est inconnue, elle pourrait contenir un nombre indéterminé d'entiers. Et mon objectif, c'est de tous les afficher, peu importe combien est-ce qu'il y en a. Alors pour faire ça en Python, il faut utiliser l'énoncé for, qui est un mot réservé du langage. Ensuite, il faut créer une variable qu'on va appeler la cible. Donc ici, j'utilise une variable que j'appelle x. Je pourrais l'appeler n'importe comment, mais je choisis x dans le cas présent. Ensuite, j'écris in. In, c'est un opérateur Python qui, comme son nom l'indique, va aller chercher à tour de rôle des éléments dans ce qui suit. Et là, ici, ce qui suit, je mets la variable qui est associée à ma liste en question. Donc, et je termine cette ligne par un 2 points. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc ça, c'est ma boucle, c'est mon énoncé répétitif. Et qu'est-ce que je vais répéter? Autant de fois qu'il y a d'éléments dans ma liste, je vais répéter tous les énoncés qui sont indentés ici à la suite du for. Donc, dans le cas présent, je n'ai qu'un seul énoncé parce que je fais une boucle excessivement simple. Alors, je répète en français. Ce que cet énoncé-là dit à Python, c'est pas compliqué, ça peut se lire de la gauche à la droite. Pour toutes les valeurs de x pris dans ma liste, je veux faire un print de x. Donc, c'est ce que les énoncés sur les lignes 2 et 3 disent à Python de faire. Et si je fais exécuter ça, ben, tout simplement, ça va afficher 1 sur la première ligne, 2 sur la deuxième ligne, 3 sur la quatrième ligne, etc. Alors, tous les éléments de ma liste, à tour de rôle, vont être transférés dans la variable x. Et ensuite, je vais faire print x. Ensuite, je vais boucler en revenant ici. Et là, le prochain élément de ma liste va être transféré dans la variable x. Je vais faire print x. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à ce que je sois passé à travers tous les éléments de ma liste. Alors, la syntaxe de cet énoncé, la syntaxe générale de cet énoncé a la forme suivante. Le mot-clé est réservé for. Ensuite, ce que j'appelle une cible. Et ici, ce que je peux mettre, c'est n'importe quel identifieur valide. Suivi de l'opérateur in, suivi d'un autre identifieur qui est associé à un objet itérable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, ce truc, un objet itérable? C'est un objet sur lequel on peut itérer, tout simplement. Alors, formellement, nous allons définir ça dans une leçon ultérieure. Nous reviendrons sur cette notion d'objet itérable. On va rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on fabrique des objets itérables. Il y a toute une mécanique derrière ça. Mais pour l'instant, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'un objet itérable, c'est donc un objet sur lequel on peut itérer. C'est un objet qu'on peut mettre dans une boucle for. Et les exemples d'objets itérables que nous connaissons jusqu'à présent, eh bien, il y a la chaîne de caractères et il y a la liste. Donc, la chaîne de caractères est un objet itérable. Je peux itérer sur chacun des caractères de la chaîne. La liste est un objet itérable. Je peux itérer sur chacun des éléments de la liste. Alors, dans un énoncé for, donc la première ligne se termine par un 2 points. Je dois préciser un premier identifieur qui est une variable cible qui va recevoir les éléments qui sont à l'intérieur de la deuxième variable qui doit avoir les propriétés d'un objet itérable. Donc, un nombre entier, par exemple, ce n'est pas un objet itérable. Je ne peux pas mettre ça à la droite de l'opérateur in.
mais une chaîne de caractères et une liste, je peux le mettre. Alors, dans ma boucle, je vais avoir des énoncés indentés. Donc ici, les énoncés de ma boucle ça c'est ce que j'appelle les énoncés qui sont à l'intérieur de ma boucle. Alors, je peux avoir des énoncés séquentiels, des énoncés conditionnels. Je peux avoir n'importe quelle sorte d'énoncé à l'intérieur d'une boucle. Et donc, tous les énoncés qu'on a vus jusqu'à présent, je peux les mettre à l'intérieur d'une boucle, y compris l'énoncé conditionnel if. Alors, je peux notamment faire un if avec une certaine condition, et lorsque cette condition-là est remplie, je peux exécuter un énoncé qui est spécifique aux boucles, c'est l'énoncé break. Break, c'est un énoncé qui met fin abruptement à l'exécution de la boucle. Donc, quand je suis à l'intérieur d'une boucle, quand j'exécute l'énoncé break, ça me fait sortir de la boucle immédiatement. Alors, des fois, je suis en train d'itérer sur tous les éléments de l'itérable et je vais faire des tests sur ma cible et puis je vais me rendre compte que c'est bon, là, j'ai plus besoin de continuer à traiter les autres éléments de l'itérable. Alors, dans cette condition-là, je fais un break et ça me fait sortir immédiatement de la boucle. Si je ne fais jamais de break dans ma boucle, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que je vais boucler sur tous les éléments qui sont à l'intérieur de l'itérable. Alors, un autre énoncé que je peux exécuter à l'intérieur d'une boucle, c'est l'énoncé continue. L'énoncé continue, généralement, je vais l'exécuter de façon conditionnelle, donc je vais le mettre à l'intérieur d'un if. Donc, lorsque j'aurai une certaine condition qui sera vraie, ben, si j'exécute l'énoncé continue, peu importe ce qui suit, ça va me ramener au début de la boucle et ça va me faire passer à l'itération suivante où je vais traiter dans ma cible l'élément suivant de l'itérable. Okay? Donc, break, ça permet de terminer abruptement ma boucle. Et continue, ça me permet de terminer l'exécution de l'itération courante pour passer immédiatement à l'exécution suivante, peu importe que j'ai des énoncés subséquents ou pas à l'intérieur de ma boucle. Alors, on reviendra là-dessus avec des exemples un peu plus tard. Finalement, il y a une clause qui est associée à l'énoncé for, une clause else. Et cette clause else-là, elle est facultative, donc elle n'est jamais obligatoire, et elle me permet de définir un bloc d'énoncés supplémentaire qui sera exécuté si et seulement si j'ai complété toutes les itérations de ma boucle. Donc si j'ai terminé ma boucle parce qu'il ne restait plus rien dans l'itérable sur lequel je devais itérer, à ce moment-là, le bloc d'énoncés indenté qui suit le else sera exécuté. Si jamais je sors de ma boucle en exécutant l'énoncé break, le else ne sera pas exécuté. Je vais sauter par-dessus le else aussi. Alors, sans plus tarder, regardons un autre exemple. Donc ici, je me suis fait une autre liste, cette fois-ci avec des chaînes de caractères. J'ai 3 chaînes de caractères et ce que je vais faire, c'est que je vais itérer sur tous les x pris à l'intérieur de ma variable food, donc à l'intérieur de ma liste de nourriture, et je vais afficher tout ce que j'y trouve. Ici, je fais une autre boucle qui est peut-être un peu plus concrète. Supposons que j'ai une liste de nombres. Ça peut être des nombres entiers ou des nombres à virgule flottante, peu importe. Ici, j'ai des nombres entiers. Mais puis ici, j'ai 9 nombres dans ma liste, mais supposons que j'en ai une quantité indéterminée dans ma liste. Donc, c'est quelqu'un qui m'a fourni une liste. Et je veux calculer la somme de tous ces nombres. Bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de créer une variable somme, de l'initialiser avec 0, et ensuite d'entrer dans une boucle où je vais passer à travers tous les nombres de ma liste. Donc, tous les nombres vont prendre, x va prendre la valeur à tour de rôle de chacun des nombres qui sont à l'intérieur de nombres, de la variable nombre, c'est-à-dire tous ces nombres-là ici.
Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer dans ma boucle, somme est égal à somme plus x. Donc, à chaque itération de la boucle, je rajoute le x suivant à ma somme. Donc, j'accumule dans ma somme toutes les valeurs, tous les nombres qui sont dans ma liste. Et à la fin, quand je vais terminer, quand l'énoncé for va avoir terminé de boucler sur toutes ces itérations, ben, tout ce qui me restera à faire, c'est d'imprimer la valeur de ma somme. Et puis, on sait, parce qu'on a fait ça dans l'exercice, dans un exercice de la première leçon, que cette somme-là, de 1 à 1 plus 2 plus 3, etc., jusqu'à 9, ça donne 45. Donc ici, on voit une boucle qui est utile, une boucle qui permet de calculer la somme des nombres qui sont dans une liste. Alors, une chose très importante à remarquer, c'est que pour pouvoir calculer cette somme-là, avant d'entrer dans ma boucle, j'ai dû initialiser une somme à 0 parce que là, je suis en train de faire une sommation et donc ma sommation, elle doit partir de quelque part. Donc, elle part de 0. Puis ensuite, à 0, je vais ajouter la valeur de chacun des nombres pour lesquels je vais faire ma somme. Donc, quand on fait une boucle comme ça pour sommer des choses, il faut absolument créer une variable dans laquelle on va initialiser la somme à 0. Et puis ensuite, à chaque itération de la boucle, on va additionner la nouvelle valeur à la somme et on va mettre le résultat dans somme. Donc la variable somme va accumuler le résultat. Alors ici, j'ai un autre exemple qui est pratiquement le même exemple, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire une somme de tous les éléments de la liste, on va faire un produit de tous les éléments de la liste. Alors, quand on fait un produit, quand tantôt on a fait une somme, on a initialisé notre variable somme avec 0. Pourquoi? Ben, formellement, on l'a initialisé à 0 parce que le 0, c'est l'élément neutre de l'addition. Donc, quand je pars à 0, là, je suis neutre. Si je veux faire un produit de plusieurs termes, pour faire l'équivalent comme initialisation, il faut que j'initialise mon produit en le mettant égal à 1. Donc, si vous vous rappelez de vos cours de mathématiques, vous savez que le 1 est l'élément neutre de la multiplication. Okay? Parce qu'effectivement, peu importe ce avec quoi je multiplie 1, ben, ça donne la chose en question. Donc, si j'ai un nombre y que je multiplie par 1, ça va me donner y, peu importe la valeur de y. C'est l'élément neutre de la multiplication, de la même façon que 0 est l'élément neutre de l'addition. Si j'initialisais mon produit avec 0, ben, comme 0 est l'élément absorbant de la multiplication, ben, le résultat serait toujours 0, ce qui ne serait pas très utile. Alors, j'initialise ma variable produit qui va accumuler le produit de tous les nombres de ma liste. Et puis, à chaque itération, donc je fais la même boucle que tantôt, pour toutes les valeurs x prises à l'intérieur de nombres, je vais faire le produit, je vais dire produit étoile égale x. Donc, quand j'utilise l'opérateur étoile égale, c'est un peu comme ici ce que j'ai fait. Vous voyez, j'ai pris la somme plus x et je mets le résultat dans somme. Donc ça ici, j'aurais pu l'écrire plus égal. Donc Python me permet de faire ça. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que je prends somme, je fais un plus avec x, puis je mets le résultat dans somme. Donc si j'exécute ça, là, ça me donne exactement la même chose. Alors, il existe aussi l'opérateur étoile égale qui fait la même chose. Et donc, si je fais 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9, ça me donne 362 880. Donc, regardons un autre problème un petit peu plus sophistiqué, où est-ce que cette fois-ci, j'ai défini, au lieu d'avoir une seule liste, j'ai deux listes. Donc, j'ai une liste d'items qui contient différents items. Alors, j'ai un premier item qui est une chaîne de caractères, un deuxième item qui est un nombre, un troisième item qui est un tuple de deux nombres.
Là, ce que je me rends compte, c'est qu'on n'a pas encore vu la leçon sur les tuples, mais c'est pas grave, on peut remplacer ce tuple-là par une autre liste. Donc, dans ma liste d'items, je pourrais avoir des chaînes de caractères, des nombres, des listes de nombres, et puis ici, j'ai un nombre à virgule flottante. Et dans une autre liste, je mettrai des éléments de cette liste-là, mais pas tous. Donc, je pourrais, par exemple, mettre cet élément-là ici, qui serait le même. Puis ici, je mettrais un autre nombre à virgule flottante, en fait, qui ne correspond pas à aucun des éléments ici. Et là, mon problème, ce que je veux faire, c'est que je veux passer, je veux répondre, mon problème, c'est de dire, à l'intérieur de cette liste d'éléments-là, quels sont ceux qui sont inclus dans cette liste d'éléments-là. Okay? Donc, si je considère que ces éléments-là sont des clés, ben, quels sont les éléments de la liste d'items qui sont des clés, qui font partie de clés? Alors, pour résoudre ce problème-là, je vais devoir faire deux boucles imbriquées. Il y a un for ici, puis à l'intérieur de mon for, je vais faire un autre for. Donc, je vous ai dit que dans une boucle, à l'intérieur de la boucle, on peut mettre n'importe quel énoncé Python, y compris une autre boucle. Et donc, c'est ce que je fais ici. Alors, je vais itérer sur toutes les clés qui prennent leur valeur dans clé avec un S. Clé avec un S, c'est cette liste-là ici. Okay? Donc, la variable clé va prendre à tour de rôle cette valeur-là pour la première itération de la boucle. Puis pour la deuxième itération de la boucle, ça va prendre cette valeur-là. Alors, pour savoir un peu ce que je suis en train de faire, je vais afficher le mot, la chaîne de caractères clé, puis je vais afficher ensuite la valeur de la clé. Et puis là, j'utilise une option, un argument optionnel pour la fonction print, l'argument end, en précisant que à la fin de chacun des affichages avec print, par défaut, c'est un retour à la ligne que print affiche, mais là, moi, je ne veux pas qu'il mette un retour à la ligne, je veux qu'il mette un espace blanc à la fin de la ligne, à la fin de son affichage, et qu'il ne fasse pas de retour à la ligne. Donc, ça va me permettre de tout afficher sur une même ligne. Ici, donc, je fais ma deuxième boucle. Donc, pour chacune de mes clés, je vais vérifier s'il y a un item qui correspond à la clé en question. Donc, je fais une boucle sur tous les items à l'intérieur de item avec un S. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test. Je vais tester est-ce que item est égal à ma clé? Si oui, je vais afficher trouver pour dire j'ai trouvé la clé que je viens d'afficher ici. Okay? Cette clé-là, je viens de la trouver. Et quand je l'ai trouvée, ça ne me sert à rien de continuer à parcourir la liste sur les autres items. Je fais un break immédiatement pour sortir de ma boucle. Alors, ce break-là, il s'applique sur quelle boucle? Parce que là, j'ai deux boucles imbriquées l'une dans l'autre. Ben, le break, il s'applique sur la première boucle, sur celle-là. Donc, ça me fait sortir de cette boucle-là. Et à partir de là, je vais continuer à itérer sur... je vais continuer les autres itérations. Donc, dès que je trouve ma clé dans ma liste item, je sors de la boucle. Et là, si jamais je ne suis jamais sorti abruptement de cette boucle-là, ben en fait, ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas trouvé. Et donc, je mets ça dans ma clause else. Donc, c'est un exemple d'usage de la clause else d'un for. Je vous rappelle que cette clause-là est toujours optionnelle, mais ici, on en a besoin. Et si je suis sorti, si je suis passé à travers tous les items de la liste items sans trouver la clé, ben à ce moment-là, je vais afficher non trouvé. Et donc, quand j'exécute ça, ça me donne clé. Quand la clé, c'est la liste 4,5, oui, je l'ai trouvé dans ma liste d'items. Je l'ai trouvé ici. Quand ma clé est 3.14, je ne l'ai pas trouvé dans ma liste d'items. Donc, j'ai résolu mon problème avec deux boucles imbriquées.
Alors, il se trouve que ma solution n'était pas aussi courte qu'elle pourrait être. Elle pourrait être beaucoup plus simple et la solution pourrait ressembler à ça. Donc ici, j'ai la même boucle qu'avant. Donc, for les clés qui sont à l'intérieur, pour toutes les instances pour toutes les valeurs clés prises à l'intérieur de ma liste de clés, j'affiche la clé en question. Et là, au lieu de faire une deuxième boucle imbriquée, j'aurais pu tout simplement faire un test if en faisant appel à l'opérateur in. L'opérateur in Python va me dire ici, quand je l'utilise dans le contexte d'un énoncé if, ça va me dire si est-ce que cette clé-là, qui est la clé actuelle de l'itération courante, est-ce que cette clé-là, elle existe à l'intérieur de la liste items. Donc, cette expression-là ici va me répondre vrai ou faux. Alors, quand c'est vrai, je vais afficher trouvé, et quand c'est faux, je vais afficher non trouvé. Et donc, cette solution-là fonctionne aussi bien que la précédente, tout en étant quand même significativement plus simple. Donc, dans cet exemple-là, on commence à voir la force du Python, la force expressive du Python et des boucles en Python. Donc, je reviens sur l'énoncé break continue. Donc, un break me permet de sortir abruptement de la boucle actuelle. Et puis, un continue me fait passer directement à l'itération suivante sans me préoccuper des énoncés qui suivent à l'intérieur de la boucle. Alors, supposons que j'ai une liste d'items, une longue liste d'items ici. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux afficher tous ces items-là. Donc, dans ma boucle, je vais les afficher, tous les items, un item par ligne. Cependant, si jamais je tombe sur un élément de ma liste qui correspond à la chaîne noPrint, ce que ça veut dire, c'est que cet élément-là, je ne veux pas l'afficher, je ne veux pas qu'il soit affiché. Et donc, je vais faire un test ici. Est-ce que mon item égale noPrint? Et si le résultat de cette expression est vrai, à ce moment-là, je vais exécuter l'énoncé continue. Continue va me faire sauter à l'itération, va me faire revenir au début de ma boucle et passer à l'itération suivante. Donc, item va passer à l'élément suivant dans la liste, en sautant par-dessus tous les énoncés qui suivent le continue. Dans le cas présent, il y a un seul énoncé qu'on va sauter. C'est cet énoncé-là. Et l'autre chose que je veux faire dans ce cas particulier-là, c'est que si je tombe sur une chaîne de caractères qui s'appelle stop, ben là, je veux m'arrêter, je veux pas afficher les éléments suivants. Donc, supposons que c'est ça le problème que je dois résoudre. Ben, pour faire ça, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un test, tester est-ce que item égale à la chaîne stop, et si oui, ben, j'exécute break. Là, je sors de ma boucle immédiatement et mon programme est terminé. Et donc, vous voyez, c'est ce qui va se passer. Je vais afficher 1, je vais afficher pomme, je ne vais pas afficher noPrint parce que je ne veux pas les afficher, les noPrint. Je vais afficher 34, 3.14, 16, la liste vide, et quand je tombe sur stop, je m'arrête, et les éléments qui suivent le stop, peu importe combien il y en a, ici il y en a juste 2, mais il pourrait y en avoir 250 000, ben ceux-là, je ne les affiche pas parce que le stop me dit d'arrêter. Alors, la clause else, on a vu un exemple tantôt de son utilisation. C'est une clause qui est assez particulière au Python. Ce n'est pas tous les langages de programmation qui ont une clause comme ça, mais elle est parfois très utile. Donc, dans mon programme, dans mon exemple de tantôt, je pourrais reprendre la même chose. Et là, ce que je pourrais faire, ce que je pourrais ajouter en plus, c'est que lorsque je détecte l'item est égal à stop, je pourrais dire print fin prématurée de la boucle, puis ensuite je pourrais faire mon break, sortir de la boucle, et quand on sort d'une boucle avec un break, si jamais il y a une clause else, la clause else n'est pas exécutée lorsqu'on est sorti avec un break. La clause else, elle n'est exécutée que si j'ai complété toutes les itérations de la boucle.
Donc, en fait, la façon dont on se rappelle du sens du else, pourquoi est-ce qu'on a une clause else? C'est parce qu'ici, dans une boucle, il y a implicitement un énoncé conditionnel dans la boucle. Okay? C'est que dans notre boucle ici, on boucle tant qu'il y a des éléments qui restent à l'intérieur de l'objet itérable. Et puis, quand il n'y a plus d'éléments dans l'objet itérable, donc c'est le else, tant qu'il y en a, s'il y en a, je fais ma boucle. Et puis, quand il n'y en a plus, ben, s'il n'y en a pas, c'est le else, donc c'est le autrement. Je fais ce qui est dans la clause else. Puis là, je pourrais afficher le nombre d'itérations de la boucle qui ont été complétées. Donc, je pourrais dire les n itérations de la boucle ont été complétées. Et puis mon n ici, ben, je pourrais le calculer en initialisant une variable n à 0. Puis à chaque itération de la boucle, je pourrais incrémenter n de 1. Et comme ça, à la fin de la boucle, si j'ai exécuté toutes les itérations de la boucle, donc il n'y a pas eu de fin prématurée, je pourrais afficher combien est-ce qu'il y a eu d'itérations dans la boucle qui ont été complétées. Alors ça, c'est un exemple, un deuxième exemple d'utilisation de la clause else. En lien avec les boucles, il y a une fonction standard en Python qui s'appelle range. Et cette fonction-là, c'est une fonction que quand on l'appelle, ça retourne un objet itérable. Donc, je vous ai parlé là, que quand on fait une boucle for, on a besoin d'avoir un objet itérable sur lequel on va itérer sur tous les éléments de cet objet itérable. Alors, range est une fonction qui en fabrique un objet itérable, et cet objet itérable-là va itérer sur une séquence de nombres entiers. Et donc, typiquement, on va l'utiliser, comme dans cet exemple-là ici, pour itérer sur des nombres entiers qui vont par défaut commencer à 0. Et dans le cas présent, ici, quand je fournis un seul argument, les nombres entiers commencent à 0 et ils vont s'arrêter, on va s'arrêter jusqu'au nombre 5 moins 1. Donc, vous voyez ici, là, les arguments que la fonction accepte. La fonction accepte un argument, deux arguments ou trois arguments. Donc, quand il y a un seul argument, c'est l'argument stop. Donc, c'est la valeur numérique qui va stopper l'objet itérable, qui va arrêter de générer un nouvel entier. Si on met deux arguments, le premier c'est start, puis là je vais avoir besoin d'une virgule pour le séparer du stop. Donc dans ce cas-là, le start c'est le premier nombre entier qu'on veut générer avec le range, puis le stop c'est le nombre entier sur lequel on va arrêter de produire des nombres entiers. Alors, si je fais appel à la fonction range avec un argument 5 et que je donne le résultat de cette fonction-là à la fonction list qui permet de construire une liste, à partir d'un objet itérable, ça va produire la liste qui va de 0 à 4. Donc, ça va produire une liste ici de 5 entiers en commençant par 0, puis en allant jusqu'à 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Si j'avais mis 50, si j'avais mis 50, ça aurait généré une liste de 50 entiers. Et là, si j'avais mis 3,10, là, ça aurait généré les entiers de 3 jusqu'à 9. OK, donc ça, c'est les deux premiers arguments. Quand j'en mets deux, je précise l'entier de départ et je précise l'entier sur lequel je vais m'arrêter. Et cet entier-là, ici, va être exclu de l'itérable que je vais générer. Et finalement, je peux mettre un step. Donc, si je mets un 1 ici, ça génère à tous les 1. Et si je mets un 2, là, ça va sauter de 3 à 5, à 7, à 9. Et puis, je peux même mettre un nombre négatif. Donc, c'est un peu
C'est un peu ici comme l'opérateur de découpage, là, c'est un peu le même principe qui est utilisé. Donc cette fonction-là, elle est très pratique quand on fait des boucles. Et comme j'ai dit, cette fonction-là ne produit pas une liste. Là, il faut faire attention. Ici, on a produit une liste. Pourquoi? Parce qu'on a donné le résultat de range, on l'a donné au constructeur de liste. Mais si je donne le résultat de range à la fonction type qui me retourne le type de cet objet-là, ben c'est un objet et sa sorte d'objet, c'est l'objet range. Et ce range-là est un objet itérable. Alors, je peux utiliser range pour faire des boucles for. Donc, je peux faire par exemple for toutes les valeurs de i à l'intérieur du range qui va de 0 jusqu'à 4. Ben, je peux afficher la valeur de i séparée. Là, ici, encore une fois, je définis le paramètre optionnel end avec un espace pour que print n'affiche pas un caractère de fin de ligne lors de son appel. Comme ça, je vais obtenir toutes les valeurs sur une seule ligne au lieu de les avoir sur des lignes distinctes. Par défaut, là, si je ne précisais pas cet argument-là, chaque valeur aurait sa propre ligne. Et donc, ça prendrait plus de place. Là. Moi, je ne veux pas que ça prenne de la place, donc je vais pouvoir mettre un 50 ici. Et puis, c'est ça le résultat que je vais obtenir. Alors, de la même façon, je peux faire une boucle for pour tous les i qui sont à l'intérieur du range de moins 3 jusqu'à 14, donc jusqu'à 15 moins 1. Donc, ça va aller de moins 3 jusqu'à 14. Et puis, je peux aller de moins 3 jusqu'à 15, mais en sautant un nombre sur 2. Donc, je commence à moins 3, moins 1, plus 1, plus 3, plus 5, etc. jusqu'à 13. Puis, je ne me rends pas à 15, parce que je m'arrête sur le 15. Alors, on peut également... on a vu dans la leçon sur les énoncés conditionnels qu'il y a l'énoncé if et puis qu'il y a ensuite l'expression if. Ben, il existe aussi un opérateur for qui permet de construire des expressions. On va parler d'expressions génératrices. Donc, je peux me servir de l'opérateur for pour construire une liste. Alors, regardez cette syntaxe-là. Ici, je suis en train de faire une affectation. Donc, le résultat va être affecté à la variable a. Là, j'ai mis une paire de crochets. Donc, ça veut dire quoi? La paire de crochets me dit que je suis en train de construire une liste. Et ma liste, ça va être quoi? Bien, j'ai une première expression ici qui me dit que ça va être une liste de i plus 10. OK? Mais là, quelle est la valeur de i? Bien, les i vont prendre leur valeur. Donc, je vais faire une liste de tous les i plus 10 pour toutes les valeurs de i à l'intérieur du range de 5. Donc, si j'exécute ça, ça va me donner une liste qui va de... Mon range va me produire 0. Donc, i va commencer par prendre la valeur 0. Donc, je vais faire 0 plus 10. Donc, ça, c'est le premier élément de la liste. Après ça, le range va produire 1 dans la variable i. Donc, je vais calculer 1 plus 10, ça va me donner 11. Après ça, i va passer à 2, ça va me donner 12. I va passer à 3, ça va me donner 13. I va passer à 4, ça va me donner 14. Puis ensuite, je vais atteindre la fin de ma boucle for. Et donc, la liste va être terminée. Et je peux créer une liste comme ça en utilisant un opérateur for et en construisant une expression qui contient une boucle à même l'expression. Donc ça, c'est ce qu'on appelle définir une liste en compréhension. Donc c'est extrêmement puissant. Je peux faire toutes sortes de choses très utiles comme ça en une seule ligne. Okay? Évidemment, je pourrais faire la même chose en plusieurs lignes. Donc si je voulais faire ça avec une boucle for, avec un énoncé for, comment est-ce que je devrais procéder? Bien, voici comment je devrais procéder. Il faudrait que je commence par créer une liste vide. Et puis là, il faudrait que je rentre dans une boucle for en disant for i in range de 5. OK. Et là, je dirais a plus append i plus 10. Donc, à chaque itération de ma boucle, j'ajouterai un nouvel élément dans ma liste A.
et cet élément-là aurait la valeur de i plus 10, où est-ce que i, ben, c'est l'élément courant dans l'objet itérable qui est produit par range de 5. Et donc, si je fais ça, ben, j'arrive exactement au même résultat. Donc là, ici, j'ai besoin de 3 lignes pour faire ce que je pouvais faire en une seule ligne tantôt. Alors, la forme simple de la liste en compréhension, c'est une paire de crochets, une expression ici pour toutes les cibles à l'intérieur d'un certain objet itérable. Donc, je mets un nom de variable ici et je mets un objet qui est itérable ici. Et puis, le résultat va être une liste. Alors, en fait, il y a une forme encore plus générale que ça, où est-ce que je peux mélanger des for avec des if à l'intérieur de cette expression génératrice, et nous y reviendrons dans des leçons subséquentes. En Python, il existe 2 énoncés pour faire des boucles. Il y a l'énoncé for, qui fait des boucles assez particulières, que les boucles en Python sont un peu différentes des boucles dans bien d'autres langages de programmation. Par contre, l'énoncé while en Python, il correspond à l'énoncé while dans la plupart des autres langages de programmation. Donc, l'énoncé while me permet de faire des boucles, mais peut-être des boucles plus conventionnelles, mais des boucles moins pythonesques. Ce sont des boucles qui sont moins caractéristiques du langage Python. Donc, je vous dirais, là, d'emblée, je vous dirais que en Python, c'est rare que les bons programmeurs Python utilisent l'énoncé while. Il faut vraiment avoir une application assez particulière pour vouloir utiliser l'énoncé while. Et je vous conseille, alors vous devez savoir que ça existe, mais je vous recommande de l'éviter cet énoncé while autant que possible. Alors l'énoncé while, il est constitué du mot-clé while, donc en français on dirait tant que, et suivi d'une expression. Donc une expression ici que j'appelle EXP, suivie d'un 2 points. Et donc comme tous les autres énoncés composés en Python, après le 2 points, on indente un bloc d'énoncés, et puis on peut mettre tous les énoncés qu'on veut dans ce bloc-là, y compris l'énoncé break et l'énoncé continue qu'on peut utiliser aussi dans la boucle for. Et il y a également avec l'énoncé while la même clause else qu'on peut utiliser de façon optionnelle. OK? Alors, dans un while, c'est que on va être obligé de gérer nous-mêmes la condition qui va faire en sorte, cette expression-là ici, c'est nous-mêmes à l'intérieur de notre bloc d'énoncé qui allons devoir gérer qu'est-ce qui fait changer cette expression-là pour qu'à un moment donné, au début, l'expression doit être vraie pour qu'on exécute la boucle. Puis à un moment donné, il faut qu'on ait des énoncés qui viennent modifier la valeur de cette expression-là pour que subitement l'expression devienne fausse et qu'on termine l'exécution de la boucle. Et ça va être la responsabilité du programmeur de faire ça lui-même. Et c'est pour ça que cette boucle-là, elle est beaucoup moins puissante que la boucle for en Python. Et c'est pour ça qu'on essaie de l'éviter parce qu'elle est moins claire, elle risque plus d'engendrer des bugs, surtout pour les programmeurs débutants. Donc, si vous avez de l'expérience avec d'autres langages de programmation, vous allez peut-être être tenté de faire des boucles while, mais je répète, ne le faites pas, résistez à la tentation et apprenez à faire des boucles for en Python. Ceci étant dit, voici un exemple d'une boucle while. Donc, je pourrais commencer en disant n est égal à 0. Et là, je pourrais dire tant que while n est plus petit que 10, donc tant que n est plus petit que 10, ben, affiche je boucle 10 fois, et là, je vais mettre le numéro d'itération de ma boucle. Donc, au début, j'affiche 0, ensuite 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. Puis à chaque itération, je vais incrémenter de 1 ma variable n, et éventuellement, après 10 itérations, ben, cette expression-là va devenir fausse, et par conséquent, je vais sortir de la boucle.
Alors là, le problème, dans cet exemple-là trivial, évidemment, c'est relativement évident, mais je vous préviens, quand on fait des boucles while, souvent ça arrive qu'on oublie de faire en sorte que la variable de contrôle, ici la variable n, qu'elle change de valeur au bon moment. Donc si j'omets d'incrémenter la valeur de n à chaque itération de la boucle, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais faire une boucle infinie. Et dans une boucle infinie, ce qui va se passer, c'est que là, l'interpréteur Python va se mettre à afficher sans arrêt, il va afficher print, je boucle 10 fois, mais avec 0, 0, 0, le 0 ne va jamais s'incrémenter. Et là, il va afficher, vous avez vu, là, je l'ai laissé s'exécuter à peine une fraction de seconde, là, et il a affiché ça des milliers de fois. Et donc, j'ai cliqué tout de suite ici. Vous remarquez que quand on clique sur le triangle ici pour faire exécuter une cellule, le rectangle ici devient rouge, puis là, il y a un symbole stop qui s'affiche. Et donc, si vous faites ce test-là ici, cliquez sur le stop aussi vite que possible, parce qu'autrement, vous pouvez produire tellement de sorties ici dans cette cellule-là que ça peut étouffer votre browser web, tellement il a des choses à afficher, ça peut le faire planter. Donc, faites attention à ça. Donc, le danger avec les boucles while, quand on ne fait pas attention, c'est de faire des boucles infinies ou faire des boucles qui ne fonctionnent pas dans certains cas particuliers. Parce que on s'est trompé. Et puis, alors que dans une boucle for, on va mettre tous les objets qu'on veut traiter, on va les mettre dans un itérable, donc par exemple dans une liste ou dans un autre contenant, et on va boucler sur ces éléments-là jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc, normalement, on a beaucoup moins de risques de se tromper. OK, donc en fait, ça, c'est ce que j'illustre dans cet exemple-là. Quand on clique là-dessus, là, il faut quand on clique pour le faire exécuter la cellule, il faut cliquer tout de suite pour l'arrêter l'exécution. Sinon, je vous dis, vous allez faire votre browser web, votre furteur va geler parce qu'il va avoir trop de choses à afficher, puis là, il ne sera pas capable, il va s'étouffer là-dessus. Alors ça, c'est les mises en garde que je vous ai données verbalement tantôt, là, qui sont mises par écrit. Et un petit conseil ici à l'examen, la seule raison pour vous d'utiliser une boucle while, c'est si je vous la demande explicitement dans une question d'examen. Si je ne demande pas explicitement une boucle while, c'est parce que je veux que vous me fassiez des boucles for. Si vous me faites des boucles while malgré tout, votre boucle va peut-être fonctionner, mais vous allez m'irriter. Et puis un professeur, il ne faut jamais irriter son professeur parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc il vaut toujours mieux éviter de l'irriter. Alors en conclusion, l'indentation, bon je répète des choses que j'ai déjà dit plusieurs fois déjà, l'indentation fait partie intégrante de la syntaxe du Python. Quand on veut faire de l'indentation, là, on peut utiliser la touche de tabulation sur votre clavier. Et puis les notebooks, là, ils savent comment indenter, ils savent par défaut, ils vont mettre 4 espaces blancs. Donc n'insérez jamais les espaces blancs vous-même, appuyez sur la touche de tabulation et puis les espaces vont être insérés automatiquement. Donc l'énoncé for, else ou encore while else permet d'itérer sur les énoncés d'un bloc indenté. Ne pas oublier le 2 points à la fin de la première ligne. Donc ça, c'est pour n'importe quel énoncé composé. Ça prend un 2 points au bout de la première ligne. Ne pas oublier d'indenter le bloc d'un nombre fixe de colonnes. Et puis, utiliser l'énoncé break pour terminer prématurément la boucle. Utiliser l'énoncé continue afin de passer immédiatement à l'itération suivante. Donc, ça résume un peu ce qu'on a vu dans cette 9e leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à aller dans le forum pour les poser. Merci de votre attention et à la prochaine.